l'autorité compétente va s'engager par rapport au contenu du rapport. Et ce que fait le président de la République. C'est là que vous l'attendiez, il s'est engagé à renforcer la vérification. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que jamais armé? Tout à fait. Fort du rapport de l'IGE, le président de la République réaffirme son engagement à une vérification beaucoup plus accrue au Sénégal. Il dit qu'il y aura beaucoup de rigueur. Parce qu'il a bien conscience qu'en l'absence de rigueur en matière de vérification, nous ne sortirons pas de l'ornière. Nous en parlerons certainement, les inondations. Ça veut dire que les problèmes économiques, les problèmes sociaux, les problèmes culturels, y compris les problèmes politiques, qui attendent le pays et sur lesquels le président de la République doit livrer des réponses durables, requièrent une bonne vérification financière, une bonne tenue des deniers publics. Donc, c'est pourquoi, je le réitère et je termine là, en disant que la réception d'un message, d'un rapport de l'IGE tourné vers plus de rigueur dans la gestion des affaires publiques est une excellente nouvelle qui va certainement, au niveau de l'opinion, permettre de juger ce qui est fait, de jauger d'abord le contenu du rapport, et puis fort du contenu du rapport, de pouvoir dire dans quelques mois ce qu'il en est advenu. C'est pourquoi c'est toujours une bonne nouvelle. Et au-delà du GIE, il permet de renforcer tous les corps de contrôle de l'État, notamment le contrôle financier qui était à la limite existe. Absolument. Et il faut renforcer tous les corps de contrôle de l'État pour faire en sorte que l'argent public ait une seule destination, la satisfaction des besoins économiques et sociaux des Sénégalaises et des Sénégalais. Pour que l'argent n'ait que cette destination-là, il faut renforcer les corps de contrôle. Le président de la République s'y engage, il est la personne la plus indiquée pour s'y engager. Il le dit dans un contexte où quand même on note que vous avez battu le record de gré à gré dans la passation de certains marchés. Il n'y a pas là une contradiction? Alors, le ministre de l'économie et des finances semble avoir dit au Parlement le contraire de ce qui se dit, à travers la presse notamment. En réalité, ce dont il est question, ce n'est pas du gré à gré. D'ailleurs, vous ne trouverez pratiquement pas l'expression, je ne crois pas que vous le trouverez l'expression gré à gré dans les directives UEMOA numéro 4 et numéro 5, ainsi que dans le Code des marchés publics, tel que ficelé par l'État du Sénégal. Vous y verrez ce qu'on appelle l'entente directe. Mais l'entente directe est encadrée. Et rien ne peut se faire en dehors de l'encadrement par les directives UEMOA de l'entente directe. Voilà ce dont il s'agit. Quand on dit l'encadrement, on a par exemple entendu dire, on a pu lire dans la presse, qu'il y a eu entente directe ou gré à gré, l'expression prisée dans la presse, pour ce qui est du centre de conférence pour l'organisation de la conférence de la francophonie, du sommet de la francophonie. Ceux qui le disent oublient ce que dit la directive numéro 4 portant code des marchés publics, la directive numéro 4 2005 CM UEMOA. Et reconnaît les ententes directes? Non. Il dit en matière de financement extérieur. Lorsque le financement est extérieur, on soustrait le marché du code des marchés publics dès lors que l'investisseur, celui qui pourvoit l'État en ressources pour réaliser ce projet-là, édicte d'autres règles. Voilà ce que dit de manière très claire. Les obligations supérieures auxquelles le Sénégal... Exactement. Lorsque quelqu'un finance votre projet et qu'il vous édicte des règles, la directive numéro 4 2005 CM UEMOA est très claire. Il dit que l'État, le projet peut être soustrait du code des marchés publics et faire l'objet donc d'entente directe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a de gré à gré qu'encadré. Et le président de la République s'engage en recevant le rapport de l'IGE à ce que cet encadrement soit la rigueur, soit la règle, non pas l'exception, mais la règle. Et ce rapport-là vise certainement des tenants de l'actuel régime, le chef de l'État même l'a dit. Est-ce qu'on peut s'attendre à la lumière de ce rapport-là, que des poursuites soient peut-être engagées? Bien entendu. Si le président de la République commandite un rapport de l'IGE, il en fera un bon traitement. C'est la raison pour laquelle je disais au début de l'émission que c'est toujours une bonne nouvelle. Pourquoi il est tenu à en faire une bonne exploitation? Simplement parce que l'opinion l'attend sur le contenu du rapport.
Donc il fait face à l'opinion. Il ne fait pas face. Lorsque le président de la République fait face à l'opinion, son but ne sera pas de plaire à l'opinion, de jouer à cache-cache avec l'opinion, c'est de conforter l'opinion dans l'idée que les deniers publics sont mieux tenus au Sénégal depuis qu'il est au pouvoir. D'accord. On a parlé tout à l'heure du gré à gré qui a été souligné dans surtout la gestion de la campagne pré-hivernale des inondations avec le plan d'urgence de un peu plus de 60 milliards de francs CFA. Vous, comment analysez-vous la gestion de ce plan d'urgence-là? Alors, c'est exactement ce que dit, encore une fois, la directive numéro 4 2005 CM-UEMOA à propos de l'entente directe. Lorsqu'il y a urgence ou urgence impérieuse, le code n'est plus suivi. En matière d'inondation, c'est dans l'urgence qu'il faut agir pour tirer les sinistrés d'affaires. L'engagement de 64 milliards en faveur du plan d'urgence permet aujourd'hui de poser la main sur des ouvrages au niveau du CICES, au niveau de Grand-Yoff, au niveau de Dalifort, bientôt au niveau de Touba, de Bambey, de Kaffrine certainement, et même de Ziguinchor. Ça, c'est dans le cadre du plan d'urgence. Il faut faire face aux urgences parce que des hommes et des femmes sont sinistrés et qu'il faut prendre à bras le corps leurs besoins immédiats. Dans ce contexte-là, l'État doit intervenir et intervenir très vite. Intervenir très vite, le chef de l'État devait se rendre en banlieue. Une étape avait été définie au dernier moment, il semble qu'il avait sauté. Pourquoi il n'est pas allé dans la banlieue réelle? D'abord, ce qu'il faut bien dire, c'est que le président de la République n'a pas été contraint d'y aller. Il a choisi délibérément d'aller rendre visite au Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais qui sont en proie aux inondations. L'itinéraire qu'il choisit, il le choisit de manière souveraine, mais le président de la République ne s'est pas arrêté tout simplement au choix d'un itinéraire plutôt que d'un autre. Il a dit que je rendrai visite à tous les sinistrés et j'ai un agenda pour le faire. Et je des zones névralgiques qui ont été sautées quand même, notamment Guédiawaye et Pikine. Le président de la République, à l'occasion d'une visite des sinistrés, le temps d'un après-midi ne peut certainement pas se rendre partout, mais comme il l'a dit lui-même, il se rendra partout pour avoir le cœur net sur la situation, sur la situation des sinistrés partout où il se trouve au Sénégal. Il se trouve d'ailleurs qu'il ne se trouve pas que dans la banlieue. Il y a Kaffrine et il y a même Ziguinchor, il y a Bambey. D'où la nécessité pour l'État de s'engager très vite dans son plan d'urgence, étant entendu que la sortie de crise, la véritable sortie, est une sortie qui ne peut être... c'est vous avez dit. Il n'y a que le véritable salut, c'est l'application de manière rigoureuse de ce plan décennal de lutte contre les inondations. Encore que, au terme des 10 ans d'engagement pour prendre à bras le corps le problème des inondations, les intempéries sont toujours là. C'est un problème qui met d'ailleurs au même pied d'égalité un pays développé, un pays moyen qu'un pays sous-développé. Mais pourquoi vous avez tablé ce plan décennal-là sur 10 ans? Ça correspond aux 10 ans que Macky doit en principe faire. Mais en réalité, l'idée d'un plan décennal de lutte contre les inondations est une idée agitée, avant même que le président Macky Sall n'arrive au pouvoir. La continuité de l'État veut que le président se donne les coups de franche pour mener à bien ce plan décennal de lutte contre les inondations. Est-ce que vous êtes sûr que dans 10 ans, le problème sera un mauvais sujet? Ce que je peux vous dire, c'est que dans 10 ans, les infrastructures, l'engagement de l'État dans la lutte contre les inondations permettra à notre pays d'avoir un visage bien meilleur que celui qu'on lui connaît aujourd'hui. Permettez-moi très rapidement, je l'ai dit il y a un instant, en matière d'inondation, que vous soyez développé, pays moyen ou pays sous-développé, vous êtes confronté au même problème. Je prends un exemple très concret. En juin 2013, l'Allemagne était en proie aux inondations. Parce que l'Elbe, qui prend sa source en République tchèque et qui traverse l'Allemagne sur 700 km avant de se déverser dans la mer du Nord, l'Elbe est sortie de son lit. La hauteur normale de 2 mètres est passée à 7,50 mètres. Un pays développé devait donc faire face
à la rupture des digues, de sorte que 15 000 Allemands étaient obligés d'être déplacés un peu du nord vers le sud. Donc un pays qui a les coups de franche au plan économique se trouve confronté à des inondations, malgré son expérience de 2002-2013 pose problème à l'Allemagne. C'est pourquoi je disais à un instant, en matière d'inondation, que vous soyez développé, sous-développé ou pays moyen, vous êtes confronté au même problème et vous faites face au même péril. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de notre volonté. Mais c'est que dans ces pays, les solutions, les plans de gestion quand même dépassent les partis politiques, transcendent les mandats sont inscrits dans la mais ici, on semble tabler sur un mandat. L'avantage de l'Allemagne sur le Sénégal, c'est que c'est un pays économiquement fort. Les Länder, qui sont les États régionaux, dans le cadre de la décentralisation en Allemagne, nous sommes dans une république fédérale, apportent leur concours, apportent également l'État fédéral ainsi que l'Union européenne. Nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Mais ça ne nous empêche pas de saluer, par exemple, le travail extraordinaire que fait, par exemple, je donne simplement au hasard le nom d'un maire, qui n'est d'ailleurs pas maire APR, mais qui est maire AFP, Alioune Badara Diouk, qui est maire de Thiaroye-Kao, de Djiddah Thiaroye-Kao, qui prend à bras le corps le problème et qui se projette par rapport d'ailleurs à ce les populations doivent s'en approprier et s'en approprient. Pourquoi? Parce qu'elles sont les premières concernées. D'accord. Et pour le financement de ce plan, le ministère de l'économie et des finances devait regrouper la conférence des bailleurs. Tout à fait. Comment vous allez faire on table sur 10 ans sur 700 milliards de financement. En réalité, il s'agit tout simplement d'un plan d'aménagement du territoire. D'accord. On l'appelle plan de lutte contre les inondations, mais ça intègre le plan national d'aménagement du territoire, dans l'optique d'ailleurs, dans l'optique de l'acte 3 de la décentralisation. Ce plan d'aménagement-là est un véritable problème, l'aménagement. Ah mais très bien, c'est un véritable problème parce que malheureusement, au cours des 50 dernières années, des 55 dernières années, nous avons fait l'option d'une capitale extravertie, tournée vers l'extérieur, plutôt que de ce qu'on appelle une hiérarchisation urbaine qui fait que les grands centres soient relayés par des centres intermédiaires et par des petits centres. D'accord. Très bien. Qui correspond d'ailleurs à l'option du Bureau international du travail. Très bien. À ce niveau de débat, nous avons parlé emploi. Le chef de l'État l'avait annoncé 500 000 emplois. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Alors, où est-ce que nous en sommes? D'abord, ce qu'il faut bien comprendre en matière d'emploi, c'est que à chaque fois qu'une opportunité se présente pour employer des jeunes, l'opportunité est saisie. C'est d'abord ça qu'il faut comprendre. Qu'un directeur général, qu'un directeur de société, qu'un porteur de projet engage des jeunes formés ou des jeunes diplômés sortis du supérieur. Ça, c'est les opportunités qu'il faut saisir. Mais en réalité, on a vu le port autonome. On a vu notamment le port autonome. Il faut verser donc, il faut tout simplement comprendre l'engagement de centaines de personnes par le port autonome. Dans ce que je disais il y a un instant, toutes les opportunités sont saisies pour trouver de l'emploi aux jeunes. Mais le véritable projet, en particulier pour ceux qui sont porteurs de projets et qui sont sortis de l'enseignement supérieur ou qui ont une formation diplômante. Cela, d'ailleurs, cela correspond à leur propre orientation, veulent la promotion de l'auto-emploi, mais avec l'accompagnement de l'État. C'est la raison pour laquelle va paraître, à mon avis, très intéressant pour ce groupe de jeunes-là, porteurs de projets sortis de l'enseignement supérieur ou ayant bénéficié d'une formation diplômante, de pouvoir bénéficier de la garantie du fonds de garantie des investissements prioritaires, le FONGIP, qui va tenir son premier comité de garantie au mois de novembre-décembre. Le président annonce la mise en place d'une agence nationale de sécurité avec 10 000 emplois. Là, on voit le directeur du port qui se jette dans la mare avec ses 800 emplois. Est-ce que cela n'est pas nature à mettre la pression sur les autres directeurs généraux qui peuvent être amenés quand même à la méthode n'est pas de mettre la pression sur qui que ce soit. Est-ce qu'on ne peut pas montrer au président là qu'on est sur le tempo? Mais oui. Il est bon que l'on prenne le train en marche en matière de création d'emplois au Sénégal. Mais il n'y a aucune pression sur quelque structure que ce soit ou sur quelque directeur général que ce soit. Maintenant, lorsque une institution, une organisation, une société, une entreprise, y compris privée, veut accompagner le projet de création d'emplois du chef de l'État,
c'est une opportunité à saisir. Est-ce que vous pensez que le programme Yoni Yokote aujourd'hui de vous est apte à apporter cette ambition de l'emploi du président de la République à l'état actuel de la coalition, parce qu'il semble que les gens ne jouent pas sur la même longueur? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le ministère de la fonction publique a sa partition à jouer. Le ministère de la jeunesse, de l'emploi et de la promotion des valeurs civiques, avec toutes les agences qui lui sont affiliées, a une partition à jouer, a également une partition à jouer les grands projets du chef de l'État. Dans les grands projets du chef de l'État, il y a le fonds de garantie des investissements prioritaires. Lequel fonds va tenir, encore une fois, je le répète, dès novembre-décembre, son premier comité de garantie. Mais aujourd'hui, l'administrateur général qui est à la tête de ce fonds a les sens des responsabilités et il attend d'avoir les coups de franche pour lancer le fonds, de sorte que au bout de 6 mois, le fonds puisse atteindre sa vitesse de croisière. Et ce que les gens disent être des chimères devienne réalité. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'État va réussir sa politique d'emploi en dehors du secteur privé, c'est-à-dire en donnant la plus grosse part de marché à des étrangers? Je parlais par exemple de EFH avec le cas de l'autoroute à péage, le dragage du port externe. Alors le cas de l'autoroute à péage nous ramène tout simplement au problème de passation des marchés publics. Il faut que ceux qui ruent dans les brancards relisent les directives UEMOA. On peut, par ce qu'on appelle le fermage, ou par la concession, ou par la régie intéressée, concéder comment on appelle la gestion de l'ouvrage de l'État au privé. Pourquoi? Parce que le privé serait beaucoup plus efficace. En matière d'abord d'efficacité économique, de rentabilité, mais également en matière de sécurité. Dans un ouvrage comme par exemple l'autoroute à péage, la sécurité est en jeu. L'État qui concède à travers une régie intéressé ou par une concession à un privé capable d'assurer et la sécurité et la rentabilité de l'ouvrage pour la fluidité de la circulation me paraît responsable. Et c'est prévu par le code de passation. Mais est-ce que l'État s'acquitte aujourd'hui pour vous de toutes ces obligations-là? Parce que quand on sait sous le long du tronçon, quand même, les gens traversent, il y a un tel problème de sécurité là. C'est pourquoi le président d'ailleurs l'a dit au détour d'une sortie il nous faut plus de discipline au Sénégal, il nous faut plus de responsabilité au Sénégal, et nous refusons nous-mêmes à traverser une autoroute, alors qu'il y a des endroits par lesquels on peut enjamber l'autoroute. En mode politique, la pléthore des partis politiques au Sénégal, vous êtes pour la suppression, pour le mouvement en grand pôle? Vous savez, en matière de liberté, je suis foncièrement opposé à toute idée de suppression. Mais de quel droit, un homme ou une femme, fut-il député, va-t-il supprimer un parti politique? Moi, j'ai l'habitude de dire à ceux qui veulent diminuer le nombre de partis politiques, à commencer par supprimer leur propre parti politique. Je prends un exemple. Et je prends l'exemple de l'APR, le parti dans lequel je milite. Je vais prendre mon exemple à moi. Si moi, Abdoulaziz Diop, membre de l'APR, je veux qu'il y ait moins de partis politiques, il est beaucoup plus convenable pour moi de commencer par supprimer l'APR que de supprimer le parti d'un tiers. En matière de liberté, le mot suppression est complètement banni. Ceux qui le disent n'ont aucune idée de la manière dont évolue notre système politique. Et c'est quoi la solution? Parce qu'on crée des partis... Les partis politiques sont nés parce que notre système politique a édicté la prolifération de partis politiques. Mais le même système politique qui a édicté la prolifération de partis politiques est en train de tendre vers son propre équilibre. Lequel équilibre est consacré par les grandes... Composition forcée? Non, lequel équilibre est consacré par les grandes coalitions. Vous retenez, Ousmane, qu'au sortir du premier tour, il y a eu 4 grands agrégats qui étaient concernés au sortir du premier tour. Quels étaient ces agrégats? C'est FAL 2012 du président sortant Abdoulaye Wade, c'est Unifor Président, c'est Macky 2012 et c'est Benno Siggil Sénégal. À l'arrivée, il y a eu Benno Bokk Yakaar qui a réuni ces grands agrégats qui ont permis de se démettre du régime d'Abdoulaye Wade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système d'émiettement tend vers son propre équilibre. Laissons notre système politique trouver son propre équilibre et générer son propre modèle. Ceux qui veulent supprimer les partis politiques ne savent pas ce qu'est la science politique et n'ont aucune idée de l'idée que le président de la République se fait des libertés. Donc il faut laisser les choses se faire. Il faut laisser les choses se faire parce qu'un système politique, quel que soit l'émiettement qu'il consacre, va toujours réinventer son propre équilibre. Ça, c'est un enseignement historique. L'histoire nous enseigne qu'en matière d'équilibre politique,
il n'y a rien à faire. Il faut laisser les libertés s'exprimer et laisser le système générer son propre équilibre. D'accord. On est presque à la fin de cette émission. Peut-être des questions qui vous concernent vous personnellement. Oui. Beaucoup de Sénégalais se demandent où est passé Abdou Aziz Diop, ce fameux porte-parole du M23, un des seigneurs de la contestation sous Wade. Le combattant a-t-il baissé la garde, s'est-il rendu ou a-t-il seulement changé de stratégie? Ce que je puis dire, c'est que Abdou Aziz Diop-là reste fidèle au grand principe, au grand volet de la plateforme du mouvement du 23 juin originel. Vous alertez toujours? On alerte toujours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous serons toujours opposés à un tripatouillage de la Constitution. Nous n'accepterons pas que la forme républicaine de l'État soit corrompue. De même, nous n'accepterons pas la tenue au Sénégal d'élections non libres et non transparentes. C'est ça le socle du mouvement du 23 juin. Vous y êtes toujours? Nous y sommes toujours. Maintenant, qu'on me voit moins sur les plateaux de télévision ou qu'on m'entende moins à travers les chaînes de radio, ça, il faut le demander aux journalistes qui sont libres d'inviter ou de ne pas inviter. Donc vous n'avez pas fait sa compagnie, quoi? On ne fait jamais compagnie. Mandela disait, et moi, c'est l'un de mes maîtres en pensée en matière politique, mon leader, c'est le président Macky Sall présentement, mais je m'inspire beaucoup des travaux de Mamadou Dia et de Mandela, et Nelson Mandela dit que dans une vie d'adulte, on ne participe qu'une fois à la chute d'un régime odieux. Le reste du temps, on s'attelle à reconstruire. D'accord. Très bien. Dernier mot, quand on regarde aujourd'hui tous ces acteurs de la société civile, du monde syndical, du contrôle citoyen tout court, qui sont maintenant auprès du présent, on se rend compte que le secteur quand même est quelque peu rentable et que la finalité pour beaucoup peut être assimilée à une aspiration à un changement de statut. Est-ce qu'on ne court pas là le risque de perdre l'opinion publique au Sénégal? Le président Abdoulaye Wade a eu du mérite. Quel a été son mérite? C'est d'avoir publié en 1984 son fameux « Un destin pour l'Afrique », dans lequel ouvrage qu'il a réédité en 2005. Il a théorisé ce qu'il appelle la trêve de la contribution. Que les cadres observent une trêve de la contribution pour contribuer au développement de pays sous-développés, de pays moins avancés, à condition que le chef de l'État soit au-dessus de la mêlée et se débarrasse des coteries. Je crois que celui qui l'a théorisé ne l'a pas pratiqué. Il est normal que celui que l'on considère comme étant l'un de ses plus grands compagnons, de ses plus grands jeunes compagnons, expérimente la trêve de la contribution. En la matière, lorsqu'on appelle un citoyen compétent sur un travail technique, il n'a pas le droit de refuser s'il veut rendre service à son pays. Donc pour vous, l'opinion publique au Sénégal est plus que jamais... L'opinion publique au Sénégal est plus que jamais aguerrie. Je donne un exemple. Le regroupement des diplômés chômeurs a fait son sitting place de l'Obélisque ce matin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est libre de manifester quand on n'est pas content, même si je dois dire en passant que l'un des dossiers les mieux tenus, les mieux gérés en matière d'emploi est celui des diplômés chômeurs. D'accord, c'est le dernier mot, je vous remercie. Alors, mon dernier mot, c'est dire aux sinistrés, victimes encore une fois des inondations, c'est de compatir à leur douleur, de compatir à leur souffrance, à leur peine, et simplement de mettre tout mon énergie au service de la lutte durable contre ce phénomène des inondations, qui malheureusement est un phénomène qui dépasse la capacité qu'ont les hommes à prévoir les intempéries. C'est sur ces mots de compassion que prend fin ce numéro. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci, c'est la fin de ce numéro. Rendez-vous mercredi prochain pour une autre question d'actualité.